Bonjour, je suis Sylvain Lavoie, président-directeur général du Centre de la francophonie des Amériques. Je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième journée de rencontre du Forum qui s'annonce haute en couleurs. Aujourd'hui, nous vous présentons un panel intitulé « Jeunes et engagés en action pour la collectivité ». Je vous laisse entre les très bonnes mains de notre animatrice, Mélanie Boissonneau. Bonjour, très heureuse de me joindre à vous. Je partagerai très rapidement le fait que je suis née en Nouvelle-Écosse, donc d'un père acadien, d'une mère québécoise, que j'ai commencé l'école en Haïti, que j'ai enseigné dans ma vie et que je suis également journaliste. J'ai enseigné à l'étranger, souvent français langue seconde, donc en situation d'immersion, à quelques reprises aussi au Québec. Et comme journaliste, donc depuis un an ou à peu près, j'anime l'émission de radio de la radio de Radio-Canada qui est le matin. Donc très habituée d'être en fait très matinale, un petit peu malgré moi. Et donc tout ce qui se dit dans le cadre de ce forum-là m'interpellait énormément. Donc très heureuse d'être parmi vous. Si vous avez des questions, j'ai une longue liste de questions et par déformation, tout ce que je vais entendre va juste susciter encore plus d'interrogations. Mais si vous en avez, c'est votre forum. Alors, je vous invite vraiment à participer. Il y a des micros de chaque côté. Donc, c'est à vous. Et on voulait vous présenter ces panélistes franchement inspirants qui sont avec nous pour avoir une petite idée, là, justement, de comment ça va se passer. La première heure, on va les entendre décliner leur parcours, 2-3 minutes chacun, puis ensuite, on partira vraiment sur cette question de l'engagement. Et à partir de midi, ceux qui nous voient de la maison en virtuel vont nous quitter, mais les panélistes restent ici. De midi à 12h30, ça devient encore un moment, j'ai envie de dire, peut-être encore plus convivial. En tout cas, on sera vraiment ici, les gens qui sont sur place en présentiel. Vous faites partie quand même d'un lot assez exclusif là, de gens, 50 sur 500 ou à peu près. Là, vous avez été triés sur le volet. J'espère que vous en profitez bien d'ailleurs. Et donc, vous aurez une chance de poser encore plus de questions à nos panélistes. Et donc, je commence. Parce qu'on a des gens, mais vraiment de partout à travers le monde. Je regardais, là, Brésil, Chili, Cuba, États-Unis, Guadeloupe, Guyane française, Haïti, Martinique, Mexique et bien sûr le Canada. Et donc, vous allez venir enrichir cette discussion sur l'engagement. Je commencerai peut-être par Danelle Desquier, qui est juste à côté de moi, qui est, je le souligne, la plus jeune sur ce panel, non? Oh, Aditya, je n'avais pas posé la question de l'âge, intéressant. Donc, la deuxième plus jeune, qui est à l'Université Saint-Boniface, en éducation, éventuellement se dirige vers l'enseignement au secondaire et impliqué. Donc, quand on parle d'engagement, impliqué, membre du conseil d'administration du conseil jeunesse provincial au Manitoba. Pour ceux qui ne sont pas du Canada, c'est une des provinces au centre. Et également de la Fédération de la jeunesse canadienne-française. Danelle, si tu nous expliquais justement ton parcours et qu'est-ce que ça veut dire, toi, s'engager? Oui, alors moi, je suis née dans un petit village au sud-est de Winnipeg, au Manitoba. Puis, j'ai étudié dans une petite école jusqu'à la fin de mon secondaire. Puis après, j'ai fait des études pour mon bac universitaire, un bac en or avec une majeure en français et une mineure en philosophie à l'Université de Saint-Boniface et un peu à Moncton, ce bac-là. Et puis, j'ai fini mon bac à l'Université de Saint-Boniface. Et là, j'ai commencé mon bac en éducation aussi à l'Université de Saint-Boniface et j'entame ma dernière année l'année prochaine. Mon engagement, je dirais, a commencé quand j'avais à peu près 14 ans. J'étais au secondaire. Et puis, c'est vraiment depuis ce temps-là que je m'engage dans des différents organismes comme le Français pour l'avenir, Expérience Canada, la Commission des étudiantes et, tel que tu l'as mentionné, le CJP et la FJCF. Donc, c'est vraiment là où je concentre mes engagements, c'est dans ce genre d'organisme. Et puis, c'est ça, je continue à faire ça. Puis, vraiment, c'est ça. Excellent. Merci, Danelle. Et je continue dans l'ordre dans lequel ils sont devant vous. Et Aditya Vishveshwaran, votre engagement, votre parcours ressemble à quoi? Moi, je suis né aux États-Unis.
à des parents immigrants indo-indiens, pas indo-canadiens à ce moment-là. Ouais, je suis né là, puis on a déménagé au Canada après les attaques sur les Twin Towers, en raison des attaques racistes que mes parents ont vécues à New Jersey. Puis rendu au Canada, ben, j'ai fait l'immersion française jusqu'à 6e année. Mes parents m'ont retiré du programme à crainte que je vais oublier l'anglais. C'est vraiment cute. Ouais. Donc, de la 6e jusqu'à 9e année, je suis allé dans une école anglophone, puis les cours de français étaient bien trop faciles à ce point-là. Mais je ne pouvais toujours pas écrire trop bien. Ma grammaire, puis tout était un peu tout croche. Puis, en 10e année, j'ai décidé de retourner en immersion française. Puis, rendu là, ben, mon français s'est revenu. Puis, maintenant, je suis au campus Saint-Jean, où j'étudie en sciences politiques et en histoire. J'ai commencé en éducation pour devenir enseignant parce que c'était ça mon rêve depuis la 5e année. Mais j'ai pensé qu'un bac en sciences politiques peut me mieux outiller pour servir ma communauté franco-albertaine. Donc, c'est ça que je fais en ce moment. Puis, je suis impliquée avec la communauté dans divers engagements. Mm-hmm. Et je note, c'est quand même puissant comme engagement de venir jusqu'à un changement de carrière pour dire comment je peux faire la plus grande différence. Merci. Puis, est-ce que je peux, vu que j'ai vraiment passé à côté de la question de l'âge, oui. Vous aviez quel âge quand vous avez quitté en 2001 suite aux attaques? J'avais 8 mois. OK. Donc, vous n'avez pas nécessairement... pas beaucoup de souvenirs de la discrimination. C'est pas moi qui a vécu le racisme, mais mes parents. Okay. Ouais. Ça répond vraiment à ma question. Ouais. Je continue avec Soukaina Boutiyeb, qui est directrice générale de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne, entre autres, et qui est de retour dans son alma mater, ici à l'Université Saint-Paul. Votre parcours, Soukaina? Donc, mon parcours, brièvement, moi, je suis née au Maroc, à Casablanca. Je suis venue à Ottawa avec ma famille à l'adolescence, où j'ai fait une partie de mon école secondaire ici. J'ai ensuite fait mon bac à l'Université d'Ottawa en développement international, puis une mineure en études des femmes, parce que la cause des femmes m'intéressait beaucoup. Et ce qui m'a ramenée par la suite de vraiment m'intéresser plus loin dans mes recherches dans des situations de conflit. Donc, c'est là où je suis venue faire ma maîtrise ici en études de conflit. Puis par la suite, j'ai décidé de faire un doctorat tout en travaillant, tout en m'investissant. Puis je me suis rendu compte qu'il y a juste 24 heures dans une journée. Donc j'ai fait des choix et parmi les choix, c'était de m'intéresser plus à la communauté puis m'instruire d'une autre manière également. Mais je réponds-tu à la question? Ah, c'est parfait. C'est excellent. Il n'y avait pas de mauvaise réponse, mais c'est parfait. Ah. Et puis je termine avec Yvens Rombold qui... impliqué, là aussi, longue feuille de route. En fait, je pense que je vais la reprendre. Je pensais être capable de mémoire, mais non, je vais y aller avec directeur exécutif, oui, de Haïti des Mains. Fondation, très impliquée aussi dans ce mouvement de la francophonie, en fait, depuis longtemps. Votre parcours, Yvens. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Yvens. Je suis né au Gonaïve, en Haïti, dans ce qu'on appelle la Cité de l'Indépendance. Ah, j'ai oublié, j'ai un cri de ralliement à souligner, c'est... J'ai l'impression que ça renvoie à hier. Et donc, je suis né là-bas et donc j'ai commencé à m'impliquer vraiment dès mon... Je sais pas, j'avais peut-être 14 ou 15 ans. Il y avait une grosse inondation dans ma ville natale, donc toute la ville a été submergée en 2004 par un ouragan. Et donc, moi, comme j'aimais beaucoup aller à l'école, passer du temps, aller à la bibliothèque, et donc, quand on devait ouvrir l'école, presque un mois après, donc j'ai été voir le directeur pour lui dire, voilà, il faut que l'école rouvre, quoi. Et donc, il disait que, bon, on n'a pas assez de mains pour nettoyer l'école. Et donc, là, j'ai pris l'initiative de nettoyer ma salle de classe. Je dis, OK, bon, ma salle, elle sera nettoyée. Et donc, j'ai nettoyé la salle tout Charité seul. bien ordonnée commence par soi-même, bien sûr. Et après, au fil du temps, quand il y a eu, je crois qu'en 2006, je suis parti pour représenter Haïti ici à Québec, à la dictée des Amériques à l'époque. Et donc, c'est ainsi que j'ai commencé à prendre goût à la francophonie, à m'impliquer davantage.
Et donc, à mon retour de Québec en 2006, donc j'ai cofondé une association dans ma ville natale avec des jeunes, parce que presque 2 ans après, il n'y avait pas encore de bibliothèque municipale, parce que la bibliothèque était perdue aussi, et parce qu'elle était submergée. Donc, on a créé l'association pour essayer de remonter la bibliothèque avec des jeunes de lycée, de collège de la ville, et qu'on appelle le cercle des finissants, et parce qu'on était tous des élèves en terminale. Et donc, c'est à partir de là que ça a commencé. Et puis, ça a suivi son chemin. Donc, j'ai rencontré le Centre de la francophonie en 2009, pendant que j'étais à une 2e édition de la Dictée des Amériques. Je suis venu une seconde fois à Québec. Et donc, j'ai visité le centre qui venait d'être fondé à ce moment-là. Et c'est ainsi que je suis passé en 2010 pour le premier forum, en 2011 pour être chef de famille, en 2014 au Congrès mondial acadien. Donc, j'ai fait le grand tintamarre. Hein, et puis le Parlement francophone, ainsi de suite. Donc voilà, et j'ai occupé aussi un poste au conseil d'administration. Donc ça, c'est pour mon parcours avec le centre. Mais en Haïti, j'ai fait plein de choses, donc on pourra en parler. Oui, bien, revenir sur ça, sur certains projets. Je reviens vers Daniel parce que vous avez dit quelque chose qui rejoint exactement ce qu'Yvette disait. À 14-15 ans, je me suis impliquée pour la première fois. Et est-ce que j'ai raison de penser que souvent, c'est déterminant? L'engagement, ça commence jeune. Seriez-vous d'accord avec ça? Oui, moi, j'ai commencé à m'engager aussitôt que je pouvais, dans un sens, parce que une des choses qui m'a vraiment incité à m'engager, c'était... Mais je suis la plus jeune de 4 enfants. Donc, j'ai 2 sœurs et un frère. Et puis, ils étaient tous au secondaire, puis ils faisaient des choses intéressantes, puis chacun, ils s'engageait un peu à leur façon, où ils participaient à différentes choses culturelles, puis moi, je voulais comme le faire, parce que je savais c'était quoi. Alors, je les voyais faire ça, puis c'était un peu comme des modèles accessibles, puis là, au lieu de faire un peu comme un ou l'autre, j'ai dit, oh, ben, je vais faire ce qu'elle a fait, ce que lui a fait, ce qu'elle a fait, et que moi, je vais faire d'autres, en plus de ça. Alors, j'essayais de faire tout, et puis, là, plus j'en faisais, plus je voulais en faire. C'est un peu comme ça que j'ai pris goût aussi. Mais oui, parce qu'au Manitoba, puis tu disais 14 ans, c'est là où on entre au secondaire. Alors, les projets, il y a différentes occasions qui commencent à ce temps-là. Alors, c'est là que j'ai vraiment pu... Oui, il y a vraiment comme un changement. C'est après la 8e année. Ben, la 8e moi, année est un peu élémentaire, puis ensuite... Pour moi, mon casier a changé d'un corridor à l'autre. même pas... Peut-être psychologiquement, Daniel, je voulais dire. Il y a comme un changement qui se fait. Parce qu'on donne aussi plus d'autonomie à partir de 14 ans. Si jamais vous avez envie de réagir, je vous réinvite à vous présenter au micro. Mais sinon, Yvette, je reviens vers vous. Oui. 14-15 ans, donc ça commence jeune, cet engagement-là. Oui, parce que moi, je suis né dans une ville où, au moment où j'ai commencé à prendre conscience de qui je suis, de mon haïtianité, de la valeur de ce pays, c'est au moment où il y avait des gens qui se battaient contre le gouvernement en place. Donc, il y avait des rebelles. Et il y avait beaucoup d'informations, enfin, maintenant on parle des infox, mais il y avait beaucoup d'infox à ce moment-là. Il y avait beaucoup d'infox, et moi je me suis dit, peut-être que je pourrais rentrer dans le journalisme. C'est ce qui m'a conduit vers la communication. Donc j'ai un baccalauréat en communication, puis une maîtrise par la suite. Mais dès ce moment-là, je voulais m'engager auprès de la communauté pour essayer de voir comment est-ce que je peux influencer les jeunes de mon entourage. Et puis ensuite, peut-être à l'avenir, quand j'aurai, parce que j'étais quand même en secondaire 1, et puis après, je me suis dit qu'après, quand je vais peut-être aller à l'université, je vais apprendre le journalisme, je vais aussi changer, je vais être au service des gens. Pour moi, l'engagement, c'était ça, être au service des gens. Et tout mon parcours professionnel, ça tient à ça, être au service d'eux. Donc, j'ai toujours travaillé pour des organisations à but non lucratif. J'ai quand même fait un été pour une entreprise commerciale, mais c'était juste un été. Mais, une erreur de parcours, hein, on dira une erreur de jeunesse. C'est ça. Mais ça a été toujours comment se donner pour que, voilà, une cause collective, pour que tout le monde ait quand même un bénéfice d'une cause commune. Ça a toujours été ce qui m'avait guidé. Et maintenant, parmi mes meilleurs amis maintenant, des amis, c'est dans ces mouvements-là que je les ai rencontrés. Donc, depuis la naissance, enfin, depuis cet engagement-là, et jusqu'à l'université aujourd'hui. Donc, c'est des amis qui me sont chers, et c'est à partir de ces engagements-là que je les ai
Et je sais que vous parliez de valeurs ici au Forum, sur place à l'Université Saint-Paul. Et souvent, ça fait de très bons amis parce qu'il y a un bagage de valeurs qui vient avec ce goût de l'engagement. Soukaina, je me tourne vers vous. Très engagée, j'aimais comment vous avez gentiment dit, des fois entre le doctorat et le terrain, il y avait des choix à faire. Mais dans quelle mesure, pour vous, est-ce que ça a commencé jeune et est-ce que c'était important, cette idée de redonner à sa communauté? Je pense que la question de l'engagement, un élément qui est peut-être important aussi à réaliser, c'est la possibilité de s'engager aussi. Et il n'y a pas toujours cette possibilité de le faire dans certains contextes. Je vous entends un peu parler, puis moi, à l'âge de 14 ans, même, je te dirais même un peu plus loin que ça, 13 ans, 12 ans, j'étais encore au Maroc, j'avais voulu m'engager dans ce temps-là. Je me rappelle, un des engagements que je voulais faire, c'était un orphelinat qui était pas loin de mon école. Donc, je me disais, hey, je voudrais venir faire du bénévolat. Puis le concept du bénévolat, je ne le comprenais pas tant que ça, mais je voulais aider. Puis je me rappelle venir et rencontrer cet adulte, et l'adulte me dit, mais tu n'es pas à l'école? Je dis, oui, je suis à l'école. Ben, va étudier. Mais mercredis après-midi, je n'avais pas d'école, fait que je voulais m'investir. Mais bref, ce moment-ci m'est toujours resté dans la tête, parce que je me suis dit toujours, ben, j'aurais voulu faire quelque chose, mais on ne m'a pas donné l'opportunité de le faire. Fait que je pense que c'est là aussi que des fois, il faut réaliser peut-être la chance qu'on peut faire quand on s'engage. Par la suite, quand je suis venue, quand on a déménagé ici au Canada, donc je dirais mon engagement au début, c'était plus dans les sports. J'aimais le soccer. Je m'adaptais dans ma nouvelle école avec mes amis, etc. Mais passer un petit peu l'étape d'adolescence et quand rendu à l'université, c'est là où je pense que je commençais plus à me rendre compte de ce qui m'entoure. Et quand on dit ce qui m'entoure, donc j'ai commencé au début, je l'ai mentionné, à mon université, l'Université d'Ottawa. Plein centre-ville, pas très loin d'ici. Et plein centre-ville, ce qui veut dire aussi, c'est qu'il y a l'itinérance. Quand il y a beaucoup de maisons et de refuges pour des personnes qui vivent en situation d'itinérance. Et je me disais, voyons, comme c'est juste à côté de moi. Puis des fois, je leur parlais. Puis des fois, c'est des personnes francophones. Fait que là, je me suis rendu compte aussi de la question de l'accessibilité des services en français. C'est pas toujours facile. Bref, tout ça, c'est venu en moi. Et je me suis dit, ben écoute, je voudrais faire partie de la solution. Rajoutons à ça la couche où je pense qu'au début, quand on déménage, on est un peu dans la période de honeymoon, j'oublie le nom en français, la lune de miel, merci. Oui. Et tu dis, okay, les femmes, elles ont beaucoup de droits ici, on a vraiment un statut égal aux hommes ici, puis tout d'un coup, tu te rends compte, ben non, il y a la violence faite aux femmes existe encore, malheureusement. L'équité salariale, c'est un dossier qu'on a besoin d'en parler, le sexisme, la montée du masculinisme, bref, tous ces enjeux-là où je pense aussi, je m'en suis rendu compte, puis j'ai toujours voulu faire partie de la solution. Puis par l'éducation, entre autres, c'est important. Je pense aussi, je viens d'une famille où on m'a toujours appris qu'en tant que femme, j'ai besoin d'avoir des diplômes pour réussir dans la vie, que je n'ai pas le choix de ne pas avoir des diplômes. Ça a été toujours le message qu'on m'a fait passer, surtout par rapport à ma mère. Donc, ça a été tous ces éléments-là, justement, à ramener, à me dire, voici comment je peux m'engager et est-ce que j'ai la chance de le faire, puis dans quoi je voudrais le faire aussi. Ça a été ça. Aditya, est-ce que c'est un engagement qui commence jeune chez vous? Puis là, je trouve ça intéressant, l'idée de la famille. Est-ce que la famille a été importante dans l'engagement? Absolument. Comme j'ai dit, moi, je viens d'une communauté indienne. Puis ces communautés, dans la culture indienne, le collectivisme ou la communauté, c'est tellement la base. Parce que quand on est déraciné puis on se retrouve dans un nouveau pays, c'est la communauté qui est là pour nous. Fait que pour moi, ça a été, on s'en va au temple les dimanches, on doit comme servir la bouffe pour tout le monde, des petites choses comme ça. Donc, je pense que l'engagement, ça commence avec cette mentalité où on nourrit nos enfants en leur disant qu'il faut servir à notre communauté. La communauté est là pour nous, on est là pour la communauté. Fait que c'est comme ça que ça commence, tu sais, puis ça a comme un snowball effect. Puis je me suis impliquée dans des clubs à l'école, Humanity Club, toutes sortes de choses qu'on a en élémentaire, au primaire, puis je suis rendue au secondaire, puis j'ai commencé à faire conseil jeunesse de la ville d'Edmonton, puis j'ai fait ça comme pour 7 ans presque. Puis là, c'est le moment pour ceux qui ne connaissent pas le campus Saint-Jean, c'est la seule faculté francophone ou l'institution francophone à l'ouest de Winnipeg. Puis moi, j'ai étudié là-bas. Puis il n'y a pas longtemps, on a eu une crise où on a dit, ça se peut que vos portes vont fermer,
vous n'allez pas avoir l'occasion d'étudier en français. Avant ça, le fait français pour moi, c'était comme whatever, j'étudiais en français, l'école. J'étais un étudiant en immersion française, je m'en fichais du fait français. C'était comme, je parle ça à l'école, à l'extérieur de la classe, même au sein de la classe, je parle en anglais. Puis, la crise du campus Saint-Jean s'est arrivée, puis moi et des jeunes, on s'est mis ensemble, puis on a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre campus Saint-Jean? Parce qu'à ce moment-là, c'était quand même comme, c'était pas le fait français qui m'a fait ça, comme fait vouloir comme sauver le Saint-Jean, c'était plutôt le fait que je n'aurais pas d'école. Donc, c'était quand même... Mais c'est un commentaire intéressant parce qu'on pense souvent engagement pour les autres. C'est ça. Mais ce que j'entends aussi à travers chacun de vos discours, c'est combien c'est gratifiant, de façon très égoïste, là. On y trouve un plaisir. Ben, c'est ça. Puis je pense qu'une fois que j'ai commencé à faire ça avec d'autres jeunes, tu sais, comme ça a comme vraiment aidé la communauté. Dans le fond, on a pu comme parler avec du monde dans des places qui peuvent faire le changement. Puis en tant que jeune, on a ce pouvoir-là de parler. Il y avait, pendant toute la campagne du Sauvons Saint-Jean, on voyait qu'il y avait beaucoup d'adultes qui ont pris la parole pour parler de comment important c'est de sauver le Saint-Jean. Mais, tu sais, comme en tant qu'étudiant, c'est notre université. Il y a quelque chose qui nous fait attacher, comme pour ce qui est là, c'est comme Saint-Paul, c'est ton université, c'est chez toi. Donc, c'était pareil pour nous. Puis c'est là que ça a cliqué. Puis ça s'est allé dans n'importe quelle direction après ça. Puis maintenant, on a un balado, on fait l'association universitaire de la faculté Saint-Jean, toutes sortes de choses. Bien, sautons justement sur vos projets. Le projet de balado, expliquez-nous justement le titre, puis on va comprendre l'importance du français aussi dans votre engagement. Oui, c'est sûr. Donc, en tant que jeune qui est ici de l'immersion française, je ne voyais pas toujours une place dans la francophonie pour moi. Dans des groupes qui sont organisés dans la jeunesse francophone, les jeunes d'immersion française n'ont pas toujours leur place et sont un peu isolés. Ça fait que le français n'est pas valorisé dans nos salles de classe, dans la communauté, parce que c'est comme une langue qui vit dans les quatre murs de la salle de classe. Fait que le balado, ça s'appelle Les Francos oubliés. Vous pouvez trouver ça n'importe où, Spotify, Anchor, n'importe quoi. C'est essentiellement, ben j'explique le nom. Les Francos oubliés, c'est essentiellement un espace pour des jeunes minoritaires au sein de la minorité francophone. Des jeunes qui ont des voix qui sont oubliées dans la francophonie. Donc, des jeunes de l'immersion française, des jeunes autochtones, des jeunes racisés, des jeunes transgenres, gays, n'importe qui. C'est vraiment un espace safe pour n'importe qui veut parler de leur engagement dans la communauté francophone. Parce que ce qu'il faut comprendre, si vous n'êtes pas familier avec le système d'éducation au Canada, là, puis il y en a un dans chaque province, là, il y a des nuances, mais quand on est francophone, il y a un système d'éducation en général où vous allez, et là, on suppose qu'au moins un des deux parents à la maison parle français, puis que vous avez été élevé, grandi en partie en français, sinon de façon bilingue. Mais l'immersion française, c'était pour permettre à toutes les familles, les enfants anglophones, de devenir à ce point familier avec la langue française qu'on pouvait les déclarer vraiment bilingues. Puis toute l'idée de l'immersion, puis en général maternelle, première, deuxième, troisième année, ça se fait tout en français. Puis là, tranquillement, vers la fin de la scolarité, pour ne pas perdre l'anglais, il y a quelques cours qui sont donnés en anglais. Mais ces élèves d'immersion française, souvent, sont dans des écoles anglophones, ont peu de contact avec, entre guillemets, là, le gros guillemets, les vrais francophones. Puis c'est vrai qu'il y a souvent cette espèce de fossé entre je ne peux pas dire des générations, mais ces groupes linguistiques, alors que vous l'entendez, Aditya, votre français est impeccable. Là. Il n'y a même pas de nuance à faire entre est-ce que vous êtes un vrai ou pas vrai franco. Ouais. Daniel, de votre côté, justement, un projet qui vous ressemble, qui a été fort, qui a été marquant dans votre parcours? Un projet. Je pense que pour moi, mon implication qui a été comme le plus significatif, c'est probablement mon engagement au conseil d'administration du Conseil jeunesse provincial, juste parce que c'est celui qui est plus étendu en durée et par lequel j'ai pu comme faire tellement de différentes choses versus juste comme un projet. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est juste... ça englobe beaucoup. Oui, ça englobe
beaucoup. Puis c'est aussi du travail avec d'autres jeunes comme moi pour vraiment faire une différence dans toute notre communauté ou la communauté d'expression française au Manitoba. Parce qu'on dit pareil pour les jeunes, mais on fait aussi le pareil pour la communauté en général. Alors, il y a tellement de différents petits projets, mais qui se ressemblent puis qui ont vraiment un grand impact à la longue parce que la jeunesse est là pour rester. Puis si la jeunesse ne s'engage pas ou n'a pas une voix aujourd'hui, qu'est-ce que la communauté va être demain? Oui, la question de l'avenir, oui. Il faut donner une voix à la jeunesse. Puis je pense que c'est ça que le CJP puis les autres organismes jeunesse au Canada font. C'est ça. Je vais revenir à la question du français parce que je pense que c'est marquant dans votre parcours, mais je continue, Soukaina, un projet marquant, phare dans votre engagement. Puis je trouvais ça intéressant que vous disiez, à un moment donné, un peu comme Aditya, prendre conscience de ceux qui sont autour de nous, puis après ça, vouloir faire partie de la solution. Mais un projet qui a été marquant pour vous? Un projet marquant, peut-être, je vais aller plutôt dans mon bénévolat. Puis je suis également la présidente de l'Association des communautés francophones d'Ottawa. Puis dans ce projet marquant, je dirais, ça a été tout mon investissement dans cette association, d'avoir été la première personne racisée, la première personne immigrante à la tête d'une organisation qui existe depuis une 50aine d'années quand même. Mais au-delà de ça, ça a été le dossier d'Ottawa bilingue. Au Canada, nous avons notre fabuleuse capitale nationale qui est Ottawa. Puis ça n'a pas toujours été bilingue. Il n'y avait pas une loi qui a chassé ce caractère bilingue-là. Mais au-delà de ça, c'est de travailler pour créer des projets qui rendent le bilinguisme de la ville plus visible au sein de notre capitale nationale, autant à l'échelle économique, culturelle, sociale. Donc vraiment, ça a été à ces éléments-là. Puis pourquoi c'était un élément marquant pour moi? Parce que c'était un des projets qu'il fallait rallier plusieurs personnes, plusieurs façons de voir les choses. Et il fallait beaucoup d'humilité, beaucoup de respirer de temps en temps, puis retourner encore avec d'autres solutions. Mais au bout de la ligne aussi, ce que ça m'a appris, c'est l'importance de la patience, c'est l'importance aussi d'avoir des alliés. Je pense qu'on ne peut pas travailler tout seul, c'est impossible. Quand on parle d'engagement avec plein de personnes, puis il faut les voir comme des alliés. Et un autre élément aussi de mon parcours à l'ACFO, ça a été aussi quand il y a eu des coupures budgétaires par le gouvernement provincial et du jour au lendemain, on devait créer des manifestations à Ottawa. Ça a été 3 manifestations qu'on avait faites sur place avec certains partenaires, dont une plus que 5000 personnes. Donc tout ça, c'est aussi des moments où il faut aussi que tu as les membres qui demandent des besoins, tu as aussi tes alliés où tu essaies de travailler ensemble, puis tu veux t'assurer que tout le monde est content, mais au bout de la ligne, ne pas oublier pourquoi tu es investi. Puis tu es là pour avoir un résultat spécifique, fait que toujours cette vision-là, j'essaie toujours de me la garder en tête, là. Mais ça en est un des investissements que j'en garde. Oui, et de voir 5000 personnes qui embarquent, qui s'engagent eux aussi, hein, c'est quand même spectaculaire et émotivement là, assez incroyable. Events, justement, des projets, entre autres la Fondation, dont vous êtes vraiment l'architecte, en quelque sorte. Certainement. En fait, j'ai fait pas mal d'expériences individuelles qui m'ont amené vers la Fondation. Et donc, j'ai envie de citer des expériences de l'association que j'ai cofondée, c'est l'association Tourner l'Action. Donc, quand on était au Gonaïve, donc on avait fondé, enfin, après l'école secondaire, donc on est allé à l'université, donc on a créé une association pour les étudiants. Et on a commencé à faire une levée de fonds pour la bibliothèque municipale qui n'existait pas. Et à cette époque-là, en 2011, le centre, par exemple, nous avait soutenus. Donc, au cours de la cérémonie, donc, il y avait une surprise. Tous les participants avaient contribué ils ont mis une cagnotte ensemble pour aller supporter la bibliothèque municipale en Haïti. Et ça, pour moi, c'était la première expérience de solidarité agissante, comme j'aime le dire, ici, au sein de la francophonie des Amériques, pour un projet en Haïti. Mais j'ai parlé de ça parce que donc je m'étais intéressé à l'éducation et tout, mais quand j'ai commencé à travailler pour la Fondation Connaissance et Liberté, donc Haïti Demain existe par la Fondation Connaissance et Liberté, donc Haïti Demain est enregistré aux États-Unis, mais Focal, Fondation Connaissance et Liberté, est enregistré en Haïti. Donc j'ai commencé à travailler pour eux en tant que chargé de communication, et c'est à ce moment-là que j'ai compris que tout ce qui m'intéressait,
se retrouvaient sous la fondation. Donc, à savoir l'éducation, travailler avec les jeunes, la culture. Et donc, on avait des projets qui touchaient à tous ces secteurs-là, le développement durable, la protection de l'environnement, du patrimoine. Et donc, les valeurs que la fondation défendait, c'est les valeurs qui m'inspiraient. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me donner, à me dire, bon, voilà, peut-être que c'est un endroit où je peux faire une carrière et m'impliquer davantage dans la société haïtienne. Et malgré tout ce qu'on a vécu, donc je suis toujours encore en Haïti, et il y a des moments charnières, et c'est toujours des catastrophes qui m'ont fait, malheureusement, voir l'importance de rester en Haïti et d'aider. Donc, il y a eu la lutte des rebelles au Gonaïve quand j'avais à peine 14-15 ans. Puis, il y a eu deux ouragans que j'ai vécu au Gonaïve, ma ville natale. La ville était complètement inondée. Puis, il y a eu le tremblement de terre de 2010. Puis, il y a eu le tremblement de terre de 2021. Enfin, c'est beaucoup de catastrophes. Mais quand tu vas parler aux gens, quand tu les écoutes, quand tu vois cette envie de vivre, cette envie de participer à la chose publique aussi, tu te dis, bon, pourquoi toi, tu te retirerais? Parce que si eux, ils vivent tout ça, ils sont capables de supporter, si tu peux donner ton assistance, alors, de quelle que soit la façon, donne-la. Donc, c'est ainsi que je suis aujourd'hui à Haïti Demain pour essayer de trouver les meilleurs moyens de ramener les Haïtiens qui sont à l'extérieur aussi, de supporter ce qui se fait en Haïti, même pas seulement les Haïtiens, tous ceux qui veulent aider, de pouvoir soutenir vraiment une population qui vit une situation difficile où le gouvernement ne fait pas son travail. Et donc, il faut voir comment remonter les jeunes qui viennent maintenant pour qu'ils se disent, voilà, il y a un futur dans ce pays et comment peut-on ensemble construire ce futur-là. Et donc, c'est ce qui fait que le travail à la Fondation, pour moi, c'est le projet marquant. Et dernière chose, mon expérience au centre m'a quand même servi, m'a surtout servi à la personne que je suis devenue aujourd'hui. Donc, j'ai été, une seconde, quand j'ai été au conseil d'administration du centre, et maintenant, je suis dans un poste où je réponds à un conseil d'administration. Donc, je connais déjà les mécanismes du travail d'un conseil d'administration et ce qu'il faut faire pour que voilà, tout se passe bien et qu'on accomplisse les résultats pour lesquels on a été... Ouais. Et c'est intéressant parce que vous avez parlé, encore une fois, de valeurs, mais aussi que tout ce qui vous interpellait, tout ce qui vous ressemblait, faisait partie de cette fondation. Je reviens vers vous, Daniel, parce que on parlait de l'engagement, entre autres, pour vous, on voit vraiment une cohérence. Le français est souvent au cœur de vos préoccupations. Et à vous entendre, on sent que engagement et qui vous êtes, il y a vraiment une adéquation. On ne s'engage pas dans quelque chose qui ne nous ressemble pas. Pourquoi c'était si important, le français, la cause du français? Ben moi, le français, c'est au cœur de mon identité. Je m'identifie premièrement comme franco-manitobaine, ensuite franco-canadienne, puis je dis ensuite franco du monde. Donc, si quelqu'un me demande, c'est ça. Mais vraiment, la première chose, c'est ça fait partie de mon héritage. Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne dans mon arbre généalogique qui n'était pas francophone. C'est possible, mais ça va loin. Dans mon héritage, c'est la langue que mes ancêtres parlaient quand ils sont immigrés ici. Puis, c'est aussi comme ma langue maternelle, alors c'est la langue que j'associe à mon enfance. Je parlais seulement le français jusqu'à ce que j'avais 9 ans, je pense. Pour moi, l'anglais, c'est comme la langue que j'ai apprise à l'école comme deuxième langue. Alors, c'est la langue des comptines, des chansons, des livres de mon enfance. Alors, c'est vraiment là. C'est la langue dans laquelle je ris, je pense. Je vis toutes mes émotions. Alors, il n'y a rien qui n'est pas là. Puis aussi, je ressens le besoin de défendre mon identité souvent parce que, étant en situation minoritaire au Manitoba, il y a tellement de gens qui ignorent l'existence de la communauté d'expression française au Manitoba. Et puis, je ne sais pas si vous saviez, mais quand le Manitoba a été fondé, il était fondé bilingue et il y avait 50% du monde qui vivait là qui était francophone. Malheureusement, il y a eu des lois qui ont affecté ça et puis ce n'est plus le cas. Mais on est là encore et on est fort et je ressens ce besoin-là de vraiment afficher ma fierté pour ma francophonie.
Oui, puis tout à l'heure, vous parliez de l'avenir, de l'importance de la jeunesse. C'est toujours un acquis fragile. Le bilinguisme, le fait français au Manitoba, puis je dirais en général, encore, si on va encore plus à l'ouest dans ce pays, encore plus difficile. Aditya, vous en parliez tout à l'heure. Puis en même temps, quel est votre rapport au français? Parce que vous le disiez, pas du tout une langue, ça vient pas de vos parents, puis même des parents qui se sont inquiétés que le français nuise à votre anglais. Ouais. Comment vous le voyez, vous, le français? Ça a quelle place dans votre vie? Le français, ça a été la langue dans laquelle j'ai bâti ma carrière. J'ai fait ma scolarité, mais ça demeure une langue coloniale. Puis ça, c'est un rapport avec lequel je suis toujours en train de réconcilier cette réalité-là que le français, ça demeure une langue coloniale au Canada, puis presque partout au monde. Mes parents viennent très proches de Pondichéry, en Inde. Oui. Mes parents n'ont pas appris le français parce que leurs parents leur ont interdit d'apprendre la langue coloniale. Donc, pour moi, ça a été, quand j'ai déménagé, quand mes parents ont déménagé au Canada, le français, c'était la langue d'opportunité pour eux. Le fait de parler français et anglais en même temps, ça voulait dire être Canadien. Puis, en arrivant à Winnipeg, mes parents m'ont inscrit dans une école d'immersion française sans que je parle français ou l'anglais. Donc, j'ai dû apprendre les deux langues en même temps. Ça a été difficile. Le tamoul, c'est la langue qu'on parle chez nous. Puis, je parlais le français dans la classe, l'anglais dans la cour. Puis, en retournant chez nous, ma mère a dit qu'on ne parle pas des langues coloniales chez nous. Donc, mais il y avait un engagement là. C'est intéressant. Peut-être un peu paradoxal aussi, mais intéressant en tout cas. Mais moi, je suis vraiment reconnaissant de ça parce que si ma mère ne mettait pas une condition de même, ça se peut que j'aurais oublié le tamoul. Oui. Puis c'est une langue que je valorise beaucoup, beaucoup. Mes parents ont perdu leur langue ancestrale, qui est le sanskrit, à cause du colonialisme. Donc, c'est une réalité qu'on vit beaucoup. Je vois beaucoup de monde racisé ici. On connaît tous cette réalité du colonialisme. On a tous et toutes perdu des langues, peut-être. Donc, ça, c'est un des sujets qui est très important dans le balado. C'est le fait que comment qu'on réconcilie le fait que le français, c'est une langue coloniale au Canada. J'ai très hâte d'entendre quelqu'un qui vient du Maroc, parce qu'il y a une dynamique qui ressemble à ça. Tout à fait, puis c'est drôle parce qu'une fois, dans un autre contexte, Aditya et moi, on a eu cette mini-conversation-là sur l'aspect du colonialisme et le fait français. Et puis, ce que j'avais dit, c'est que je ne pense pas que mes ancêtres seraient fiers de moi, potentiellement, de voir comment je mets le français en avant et comment c'est important pour moi. Mais une partie de mes racines, c'est des Berbères, ce qui est un peu les autochtones au Maroc. Et justement, moi, ma famille, c'est pas tout le monde qui parle le berbère. Puis ma mère ne le parle pas, donc moi aussi, malheureusement, je ne le parle pas. Ceci dit, moi, c'est généralement ce que je réponds. Et c'est quoi le français pour moi? Pour moi, le français, c'est la langue d'unité entre communautés. Je pense que c'est ça qui nous unit, puis je pense qu'à un moment donné, il faut essayer de travailler tous ensemble. Le français représente notre communauté franco-canadienne qui est riche. Et quand je dis riche, riche des accents, riche de notre façon de parler, puis je pense que c'est sur ça qu'on devrait focaliser. Je pense sincèrement que la dualité linguistique au Canada, ça fait partie de notre ADN. On doit avoir les deux, mais on doit aussi avoir un statut égal aux deux langues, avoir les mêmes services, peu importe où est-ce que nous sommes, que ce soit une petite zone rurale ou une grande zone urbaine, ça ne devrait rien changer. Je pense aussi qu'un des deuxième pilier, je devrais dire, c'est la question du multiculturalisme aussi. Ça fait partie de notre identité. Il y a eu plusieurs immigrations qui ont eu lieu et qui contribuent à cette francophonie canadienne, mais aussi au Canada. J'essaie de penser juste, il y a 2 ans, j'étais à Halifax, au port de Halifax, puis je m'amusais à lire un peu comme des plaques commémoratives? Les plaques, merci. Les plaques commémoratives. Puis une des plaques, ça a été la présence des Libanais depuis plus de 150 ans à Halifax. Puis pourquoi on ne parle pas de ça? Les Libanais aussi, ils parlent français et tout. Bref, tous ces éléments-là qui font partie de notre histoire canadienne, mais on n'en parle pas assez. On ne les valorise pas. Donc, je pense que c'est ça un peu mon engagement vers le français, c'est de valoriser cette histoire-là qu'on a, une histoire riche et différente. Et je mentionnerai quand même aussi la réconciliation avec le peuple autochtone
Les métis aussi, il y a des francophones également. Donc, je pense qu'aussi, il y a du travail, mais le français demeurera notre langue d'usage, mais au-delà d'usage, mais de célébration et de ce qui nous unit pour se comprendre ensemble. En tout cas, c'est la manière de comment je veux le voir et comment j'en suis fière de parler cette langue-là. Oui, c'est intéressant. Je me rappelle d'avoir été en Inde puis d'avoir demandé aux Indiens, j'étais plus là, dans le coin de Delhi, puis quel était leur rapport à l'anglais. Puis eux disaient, bien, l'anglais pour nous, l'avenue des Britanniques aura eu ce pouvoir de nous unifier, d'avoir une langue pour tous. Je me tourne vers vous, Yvaine, c'est parce que le français en Haïti peut être aussi la langue de l'élite. Donc, c'est un rapport particulier par rapport au créole. Comment vous le voyez, le français, justement, dans votre parcours? Ben, moi, je suis né créolophone, je suis devenu francophone et francophile. Je suis d'abord devenu francophone par l'éducation et francophile parce que j'ai aimé lire et découvrir aussi le monde francophone et tous les accents, toute la diversité qu'il y a dans la francophonie. Cela dit, donc pour nous, c'est vrai qu'à un moment, le français était une langue d'élite et il y a ce rapport débalancé entre le français et le créole haïtien. Et comme on disait que pas parler anglais à la maison, mais en Haïti, à l'école, on disait pas parler créole, il faut parler français parce qu'on veut que l'élève parle le français parfait et tout. Mais maintenant, avec le développement des médias, on a le créole haïtien qui prend plus d'espace, qui prend plus de... Et maintenant, le créole est aussi enseigné à l'école, ce qu'il ne faisait pas avant. Et ça a aussi toute son importance. Moi, ma fierté, et je sais que beaucoup d'Haïtiens, maintenant, il y a tout un petit mouvement, enfin, un gros mouvement, cela dépend où on est, et où on veut que, bon voilà, il faut délaisser le français, il faut peut-être parler anglais ou espagnol parce qu'on se retrouve géographiquement dans un milieu entouré par des anglophones et des hispanophones et que ces deux langues-là pourraient peut-être mieux nous servir que le français. Mais moi, je m'en tiens à la naissance d'Haïti, comment Haïti a été créé et l'importance de cette langue dans sa reconnaissance internationale. En 1805, quand Dessalines, premier empereur du pays, de la jeune nation, il écrivait au président américain Thomas Jefferson pour instaurer des relations diplomatiques. C'est en français qu'il l'avait fait. Et quand il écrivait partout, c'est en français. Les premières relations diplomatiques haïtiennes, elles étaient en français parce qu'on voulait exister dans le monde, on voulait que les autres nous voient. Parce qu'à l'époque, vous voyez, on est au début du 19e siècle, le noir, c'est un bien meuble, c'est un esclave, donc à quoi bon de négocier avec des noirs qui ont un pays à eux seuls. Et donc le français, pour nous, c'est un butin pour nous dire, écoutez, nous existons et nous pouvons converser avec vous de la même manière que vous conversez entre vous. C'est vrai que c'est une langue coloniale, en effet, parce qu'on l'a de la France, mais on a aussi notre propre français. Donc, on a le créole haïtien qui est inspiré du français, mais l'accent haïtien, c'est pas l'accent français. L'accent haïtien, c'est pas l'accent québécois, c'est pas l'accent manitobain et tout. Donc, on a aussi créolisé notre français pour nous l'approprier. Et donc, c'est vrai que maintenant, le rapport en Haïti, c'est que, voilà, tu as des jeunes qui sont nés dans des familles créolophones, mais qui doivent apprendre en français. Et donc, il y a un double travail qu'ils doivent faire et qui rend peut-être leur vie plus difficile. Peut-être que on peut toujours rester dans le giron francophone à parler français, mais que la méthode d'apprentissage, de la langue soit différente parce que l'élève haïtien il fait beaucoup plus d'efforts maintenant parce qu'il a des livres en français qu'il ne comprend pas forcément quand il rentre à l'école, mais il parle à la maison en créole. Bon, moi, j'ai été formé dans des écoles congréganistes et c'est vrai que je n'ai pas eu ce rapport-là, j'ai pas eu ce rapport difficile, mais je reconnais que dans beaucoup d'écoles qui n'ont pas tous les mêmes niveaux de matériel, les mêmes niveaux de professeurs, les mêmes possibilités, c'est une réelle difficulté pour les jeunes d'apprendre en français et en créole en même temps. Mais je suis tout à fait pour que voilà, nous restions dans la francophonie. Pour cette raison historique, quoi. Parce que pour moi, le français est lié à la naissance d'Haïti, même si on a quand même, on a créé notre propre langue, le créole haïtien, mais on a montré au monde qui on était aussi avec le français et l'éducation qui a eu après. Soukaina, j'ai une question pour vous parce que vous parliez de cet engagement pour le français, mais aussi beaucoup pour les femmes. Vous en avez même fait un objet d'étude dans votre parcours scolaire. Dans quelle mesure
c'est important d'être, j'ai envie de dire, cohérent, c'est-à-dire d'avoir des espèces de lignes directrices. Comme Daniel, on voit clairement un attachement au français, puis ça dicte beaucoup l'engagement. Ou est-ce que je prends la chose à l'envers, en fait? Puis c'est parce que c'est important pour vous que tous vos engagements semblent se coller ou bien à la question des femmes ou à la question du fait français? Je pense que d'abord, quand on s'engage, il faut savoir pourquoi on s'engage et qu'est-ce qui nous est intéressant. Je pense que des fois, on peut vouloir s'engager dans plein de choses, mais au bout de la ligne, moi, j'essaie toujours de penser, est-ce que ça me rapporte quelque chose de positif? Est-ce que j'essaie de changer quelque chose? Est-ce que j'essaie de mettre mon empreinte là-dessus? Puis est-ce que je ne m'éparpille pas aussi? Parce qu'il y a d'autres causes qui me semblent autant intéressantes, entre autres l'écologie, mais je ne me suis jamais embarquée là-dessus parce que je me suis dit, il y a encore beaucoup de choses à faire. Dans d'autres contextes. Ceci dit, pour la question des droits des femmes, c'est sûr, en tant que moi, personne qui s'identifie en tant que femme, ça va de soi pour moi quand je vis des injustices ou quand je vois des injustices qui sont vécues, et aussi quand je vois l'histoire de toutes ces femmes pionnières qui ont travaillé tant pour que moi, en tant que femme, aujourd'hui, j'ai le droit à certains droits, et je me dis, je dois continuer ce combat-là, je me dois de le faire, au fait, pour moi, ça devrait continuer. Fait que aussi, pour la question du français, puis ça, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé, puis honnêtement, en tant que directrice générale de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne, je suis vraiment choyée de rencontrer des femmes de partout dans le pays. Et souvent, ce que je remarque dans les communautés francophones, c'est que tu as un leadership des femmes incroyable là-dedans. Et souvent, derrière ces communautés francophones, quand elles existent, je suis peut-être biaisée, mais je pense que c'est une étude quand même valable de ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment grâce aux femmes. Elles sont là, elles sont bénévoles, elles s'impliquent. Le taux de transmission de la langue aussi, quand les enfants parlent la langue, c'est souvent parce qu'une maman décide que les enfants vont parler français, ou une partie, en tout cas, bref. Ou aussi, ce qu'on a remarqué aussi dans certaines études, c'est que même quand c'est des femmes immigrantes, si, par exemple, le français est la deuxième ou troisième langue qu'elle a, souvent, les enfants vont aussi également parler français. Donc, bref, c'est un lien qui est entre les deux, puis moi, j'ai choisi ces deux combats-là, ou ces deux flambeaux que je veux continuer, c'est la cause des femmes puis la francophonie. Aditya, important d'avoir une espèce d'engagement cohérent où ça vient naturellement parce que ça vous ressemble? Je pense... ça, c'est une question difficile. Mais des fois, il n'y a peut-être pas encore de bonnes réponses. Ouais. Peut-être que c'est en train de se dessiner aussi dans votre parcours. C'est ça. Je pense que c'est en train de se dessiner pour moi. Puis ça a commencé avec le français, puis ça va continuer avec le français aussi parce que c'est dans le fond, même si je reconnais que le français ou l'anglais aussi sont des langues coloniales, comme Soukaina a dit, c'est quand même la langue qui nous unit. C'est la communauté qui m'a accueilli en Alberta. C'est la communauté franco-albertaine. C'est mon chez-moi. Donc, je pense que je veux redonner à cette communauté qui m'a scolarisé, qui m'a donné une place, un sentiment d'appartenance, une confiance en soi, toutes sortes de choses comme ça. Donc, pour moi, je pense que quand même, m'impliquer dans la francophonie, ça veut dire m'impliquer avec ma communauté, des gens que je connais, les aînés dans la communauté franco-albertaine, mais les plus jeunes avec qui je suis rentrée à l'école, puis j'ai passé des années, puis comme j'ai dit tantôt, je reviens au fait que la francophonie, c'est un espace colonial, mais on peut quand même la décoloniser. Puis c'est ça qu'on essaie de faire, c'est reconnaître que, comme Soukaina a dit encore, elle était la première personne racisée sur un conseil d'administration. C'est comme ça, des petites étapes de même qu'on peut décoloniser notre espace francophone. Puis au Campus Saint-Jean, moi et ma belle gang d'amis, c'est ça qu'on essaie de faire. On ose, on reconnaît que il y a des espaces où on aimerait voir des gens comme nous. On essaie de s'affirmer notre identité en tant que francophone. C'est aussi valable, aussi valide que d'autres identités francophones aussi. Oui, puis c'est la beauté de la langue, c'est que ça reste malléable, c'est encore vivant, donc on peut encore créer des mots pour essayer de mieux nommer puis d'être inclusif. Je vous posais une question. L'engagement et les réseaux sociaux. Il y a des fois où on peut avoir l'impression que vous faites partie d'une génération extrêmement mobilisée, mais en même temps, qu'est-ce qu'un j'aime sur un réseau social ou une manifestation
numérique, est-ce que c'est un engagement aussi fort que, par exemple, quand on est 5000 à aller dans la rue? Pour vous, les réseaux sociaux, ça a quelle place dans l'engagement? Puis est-ce que des fois, j'ai envie de dire, peut-être faux engagement, je suis peut-être un petit peu dur, mais il y a des fois où on a l'impression que c'est un engagement facile, mais qui ne demande pas beaucoup, qui reste peut-être en surface. Danielle, peut-être en premier? Oui, je dirais, quand j'ai commencé à m'engager, je ne m'engageais pas vraiment sur les réseaux sociaux du tout. Un peu parce que là, je suis vraiment fière là, de mon identité aujourd'hui et de ma fierté francophone, mais disons, quand j'avais 14 ans, je ne l'étais pas tout autant. Ou bien je l'étais, mais j'avais plus peur. Je suis en train de découvrir mon identité, alors j'avais plutôt peur de ce que mes pères et les autres jeunes allaient penser. Alors, je m'affichais moins comme ça sur les réseaux sociaux. Mes posts n'auraient même pas été en français. Maintenant j'ai honte. Mais à ce temps-là, j'avais honte. J'aurais eu... Mais c'est parce que l'idée de cool... C'était tellement pas cool. Exactement. Maintenant, je m'en fiche, t'es cool. Pense que tu veux de moi. Mais bon, alors, je m'aurais moins affichée sur les réseaux sociaux. Maintenant, beaucoup plus. Mais quand même, je trouve encore un peu ça comme gratuit, là, des fois. Mais je trouve si ça est suivi d'autres choses, je pense que c'est valable parce que ça a quand même une étendue, puis spécialement, particulièrement comme au niveau de la sensibilisation des causes. Alors, pour mettre le mot, les gens le voient, c'est visible, c'est là, il y a une grande étendue, mais s'il n'y a pas d'action concrète, je trouve, qui va avec ça, pour moi, l'action concrète est vraiment importante. Donc, je me concentre plus sur ça, mais je vois aussi que, si je le mets pas, si je partage pas des choses sur les réseaux sociaux, personne va venir à l'événement que je suis en train d'organiser. Alors, au moins comme outil de communication, ça reste important. Exactement. Puis, juste pour dire, oui, j'aime ça, comme des fois donner du support à des organismes ou à d'autres choses que tu crois importantes. Je crois que ça a une validité, une valeur quand même importante. Donc, c'est ça mon point sur ça. Aditya, avec un balado, nécessairement, vous existez numériquement. Est-ce que vous sentez un engagement, au-delà de juste la quantité de gens qui vous écoutent, mais un engagement, une espèce de voix dans les deux sens, là, de gens qui vous écoutent, qui vous répondent aussi? Oui. Le balado n'a pas de réseaux sociaux, on n'a pas de compte pour les Francos oubliés, c'est nos comptes à nous qu'on utilise pour un peu propager le mot. Mais c'est ça existe complètement numériquement, mais il y a un feature sur Anchor, c'est le site web qu'on utilise pour héberger notre balado en ligne. Puis le monde peut nous envoyer des petits balados en nous parlant. Puis on adore entendre ça, les gens qui nous envoient des petites audios en disant « On a écouté votre balado, voici mon parcours ». Puis tu sais, comme ça a porté fruit dans le passé, une des premières personnes qu'on a invitées sur le balado était une personne qui nous a envoyé une petite balado eux-mêmes. Puis on l'a invité sur le balado pour nous parler à propos de leur parcours en tant que Françaiscois issus de l'immersion française. Donc, je pense que oui, ça va porter beaucoup de fruits. Aussi, dans la situation du Campus Saint-Jean, avec la crise du Campus Saint-Jean, on était en pleine pandémie. Il n'y avait aucune manière de se manifester dehors de la législature en Alberta. On a tout fait, la campagne de Sauvons Saint-Jean s'est faite complètement en ligne. On a eu des gens qui ont fait une campagne de signature un peu du monde, qui ont envoyé des courriels à leurs membres du Parlement. Donc, ça a mobilisé beaucoup, beaucoup de monde. Donc, je pense que le pouvoir des réseaux sociaux, ça demeure. Puis aussi, il y a la connectivité. Hier, j'ai parlé avec Mme Josée, puis elle m'a dit comme, je pense qu'on se connaît, on s'est connectés sur Twitter, puis j'étais comme, oui, c'est sûr, on s'est jamais rencontrés face à face, mais voilà, on se connaissait déjà, puis tu sais, on n'a pas besoin nécessairement de faire la connaissance de la première étape parce qu'on se connaît les personnalités un peu déjà parce qu'on s'est vu sur les médias sociaux. Soukaina, les réseaux sociaux, une bonne façon de s'engager ou une façon, j'ai envie de dire, un peu soft, un peu superficielle de s'engager?
Je pense que ça dépend de quel type de réseau social. Je pense que c'est quand même important de savoir c'est qui notre auditoire et qui sont dans ce réseau social-là. Le classique que tout le monde connaît, je pense Facebook, pour moi, Facebook devient c'est la famille franco-canadienne et franco-ontarienne. Tout le monde va te rajouter qu'ils t'ont vu une fois ou non, mais c'est qu'on est de la famille, puis ça devient ça. D'autres réseaux sociaux, ça va être différent. Tu sais, Twitter, c'est une connotation différente, à TikTok, bref, dépendamment. Donc oui, les réseaux sociaux, je pense que c'est une bonne plateforme pour s'engager. Je pense aussi, puis là, je suis un peu biaisée parce que nous, à la FFC, on avait vécu des choses quand même un peu difficiles, mais aussi de trop être dans les réseaux sociaux. Tu peux avoir un backlash ou tu peux recevoir des menaces, malheureusement. Tu sais, il ne faut pas oublier aussi ce côté-là que la vie, on ne sait pas avec qui on parle, on ne sait pas avec qui on écrit ou qui voit nos messages, parce que si tu parles de certains dossiers qui ne sont pas d'accord avec eux, ben ils vont te le faire savoir, à chercher ton adresse et ce qui vient avec ça. Donc, il y a cette réalité, malheureusement, qu'il faut quand même reconnaître, mais j'ai vu des engagements incroyables qui s'est fait dans des réseaux sociaux. Puis surtout avec la génération Z, que je pense que c'est votre génération. En tout cas, moi, j'ai beaucoup d'admiration. Je me sens un peu vieille avec les millennials, là. Mais honnêtement, certains types d'engagements qui ont tous commencé juste par des réseaux sociaux. Et des engagements sur ne serait-ce que changer un gouvernement dans des pays. Puis ça a commencé par des réseaux sociaux, entre autres. Là. Printemps arabe, oui, par exemple. Et même dernièrement, là. Ouais. Oui, bien, c'est ça. Evans, vous terminez justement sur cette question des réseaux sociaux, de leur importance dans l'engagement, puis est-ce que, justement, ça peut mener à un engagement fort? Oui, justement, je pensais à la question, j'allais prendre cet exemple du printemps arabe et aussi un exemple aussi typique haïtien, comment un mouvement social est né à partir des réseaux sociaux. Donc, le mouvement Péto-Caribé, où des jeunes demandaient des comptes au gouvernement de Michel Martelly, qui a dilapidé des fonds publics, et donc, les jeunes ont commencé à demander des comptes à partir des réseaux sociaux et ça a débouché sur des protestations massives dans les rues. Donc, c'est tout à fait clair qu'il faut qu'il y ait une action concrète. Même si ça part du réseau social, mais une action concrète, elle est absolument vitale. Et moi, quand ce mouvement est né, j'étais en études... j'avais une bourse Fulbright pour faire une maîtrise en communication à Michigan, et donc j'étais en études, et c'est à partir de là que j'ai commencé à écrire des op-eds pour un journal en ligne, inspiré par ce que je voyais que les jeunes faisaient. Et moi, j'étais en soutien à ce mouvement, même à l'extérieur du pays, parce que je pouvais voir. Vous voyez, donc il y a toujours un certain niveau d'engagement que cela te confère, dépendamment évidemment du type de réseau social, mais c'est avant tout un outil de communication. Mais c'est un outil de communication réel. C'est-à-dire, on ne peut pas penser parce que c'est virtuel et qu'on peut dire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, si on peut monter à la radio et dire quelque chose et puis on peut te poursuivre parce que tu as dit si, eh bien sur le réseau social, c'est la même chose. Parce que c'est toi qui as pris ton téléphone et qui l'as écrit. Et si tu vas à la radio, si tu vas à la télévision, c'est encore toi qui ouvre ta bouche, qui va dire quelque chose et on va te condamner pour. Donc, c'est un outil de communication et tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, il est réel parce qu'il fait partie de notre vie, de notre société. Donc, oui, ça commence là, c'est virtuel, mais à la fin, il faut aller dans l'action concrète. Et même si on ne va pas dans l'action concrète, il y a des gens on peut jouer aussi sur les caractères des gens. Il y a des gens qui se tiennent à leur personne, à leur réputation. Eh bien, on peut lancer une campagne parce que les gens ils vont se sentir un peu embêtés parce qu'on les tague de temps en temps, on dit des choses sur eux. Ça, c'est aussi un moyen de communication, de faire une campagne politique sur les réseaux sociaux. Donc, oui, c'est important. Pour moi, ce n'est pas un faux engagement, c'est juste qu'il ne faut pas s'arrêter là. Ça commence là, mais il faut aussi poursuivre vers d'autres actions. Et je trouve intéressant votre commentaire. Il y a une grande diaspora haïtienne, mais pour quelques diasporas, puis à la limite, les francophones sont tellement étendus partout que c'est une façon rapide de transcender les frontières, de pouvoir savoir non seulement ce qui se passe, mais ajouter son appui, ne serait-ce que moral ou par écrit. Et justement, parlant de ceux qui nous regardent par les plateformes en virtuel, ça va être le moment de se laisser. Pour les gens qui sont avec nous, je vous invite à rester, surtout à préparer vos questions, parce que là, on vous a donné beaucoup de matière à réflexion. Mais donc, j'inviterai peut-être justement Sylvain à venir clore un petit mot de la fin. Alors, merci beaucoup à tous nos panélistes d'avoir participé à ce rendez-vous aujourd'hui. J'invite tous les gens qui nous suivent actuellement en ligne à se présenter dès demain pour la prochaine édition, le prochain atelier que je cherche devant.
Je pensais que vous disiez merci puis que je revenais après. Mais faisons-le, oui, maintenant, parce que demain, justement, on se donne rendez-vous. La culture haïtienne et ses rapports avec le monde, ça va être présenté par Émilie Prophète. Donc, même formule, j'ai envie de dire même poste, même si c'est tout à fait une question de poste, mais on se donne rendez-vous pour ceux que ça intéresse et qui sont hors les murs à nous rejoindre demain, même heure, 11h. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup aux gens et à demain, 11h. Voilà.